sûr, avec les questions. Par exemple, sur l'initiative de la révision, le président de la République peut prendre l'initiative sur proposition du Premier ministre, et pour des noms, c'est le Premier ministre et les députés, notamment les 3/4 de l'Assemblée nationale. Et bien évidemment, alors que les assises nationales considèrent qu'il faut une majorité des 4/5 pour pouvoir proposer la révision de la Constitution. Et il y a des dispositions qui sont immuables, qui ne peuvent pas faire l'objet de révision, je l'ai dit. La durée du mandat du président de la République et son nombre, et la forme républicaine de l'État, le pluralisme politique et syndical, et bien évidemment, voilà, la durée également de la législature, c'est-à-dire les 5 ans. Les députés sont élus pour 5 ans. Tandis que Benno considère que c'est la même chose. L'état de siège ne doit pas faire l'objet de révision. La forme républicaine, le pluralisme, etc. Le nombre de mandats du président de la République, mais bien sûr, la durée du mandat est laissée ouverte. Ne fait pas l'objet d'une disposition immuable. Et toutes les révisions, dans tous les cas, pour les assises nationales, et c'est fondamental, ne peuvent avoir lieu qu'après avoir été approuvées par référendum. L'initiative peut revenir au président sur proposition du Premier ministre ou à un certain nombre de députés, mais qu'il n'y a de révision qu'après approbation du peuple sénégalais qui est souverain. C'est fondamental. En ce qui concerne également, donc le pouvoir judiciaire, je pense que, Monsieur le Président, le temps est très limité, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais je répondrai à toutes les questions, puisque j'ai préparé des fiches sur tous les points fondamentaux. Le pouvoir judiciaire, il faut dire que pour les assises nationales, il a été consacré ce qu'on appelle de manière spécifique la Cour constitutionnelle, qui va être un organe de régulation des institutions de la République, et un organe qui va assurer la suprématie de la Constitution, comme le dit d'ailleurs l'Union africaine, à travers sa charte de gouvernance démocratique des élections qui a été adoptée en 2007. La Cour constitutionnelle sera également un organe de contrôle et de régulation des opérations électorales et de référendum. Ceci également est valable pour Benno. Il a été consacré dans les assises nationales un article, un titre spécifique, c'est plutôt Benno, excusez-moi, c'est plutôt Benno du Sénégal, qui préconise à travers un article 8, un titre 8 spécial, l'institutionnalisation de cette cour, pour vous dire que Benno n'insère pas cette cour parmi les organes du pouvoir judiciaire. C'est un organe à part, un organe sui generis, mais un organe qui va jouer un rôle fondamental. Dans tous les cas, pour Benno, pour les assises nationales, cette cour sera composée de 7 membres, et pour les assises, dont 2 magistrats et 2 juristes, des universitaires, ayant une expérience d'au moins 15 ans, un avocat, dont le mode de choix est plus ou moins précisé selon Benno et selon les assises, et 2 membres de la société civile. La différence entre la constitution des assises et celle préconisée par Benno, c'est l'association des membres de la société civile dans la composition de la cour, de ce qu'on appelle la Cour constitutionnelle. Donc 2 magistrats, 2 universitaires de plus de 15 ans d'expérience, un avocat et 2 membres de la société civile, donc vont composer cette cour, et son mode de désignation également est précisé. Tandis que pour Benno, les 7 membres seront 2 choisis par l'Assemblée nationale, 3 par le président de la République, après avoir consulté ce qu'on appelle le Conseil de la République, puisque Benno préconise la mise en place d'un Conseil de la République dont je vous parlerai tout à l'heure, et 2 également choisis par le Premier ministre en Conseil des ministres. Donc la différence, c'est l'Assemblée, la prééminence et l'importance du choix de l'Assemblée nationale, là où les assises nationales donc, ne sont pas allées jusque-là.
Et par rapport également au Premier ministre, aux prérogatives même du Premier ministre, évidemment, dans tous les cas, il est responsable devant l'Assemblée nationale. Nous avons déjà au Sénégal ces mécanismes de mise en cause de la responsabilité du Premier ministre du gouvernement. Mais selon les assises nationales, cette nouvelle reconstruction institutionnelle, le Premier ministre sera responsable, davantage responsable et sera beaucoup plus contrôlé par l'Assemblée nationale. Évidemment, il y a un certain nombre de différences, voilà, donc sur lesquelles je vais revenir encore tout à l'heure, Monsieur le Président. Je pense qu'il vaut mieux privilégier, comme vous l'avez dit tantôt, il vaut mieux privilégier les échanges. Le Premier ministre sera responsable devant l'Assemblée, mais également, ses pouvoirs seront contrôlés par l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée va avoir un rôle prépondérant à jouer dans cette République-là que nous voulons aujourd'hui, dans le cadre des assises nationales, mais également au niveau de Benno Siggil Sénégal, qui voudrait même que pour certaines nominations, que ce soit soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale. Voilà, Monsieur le Président, très rapidement, donc, brossé le tableau, le schéma institutionnel qui est préconisé, avec un certain nombre de pouvoirs selon les cas, dévolus au président de la République et à l'Assemblée nationale, mais surtout avec un contrôle, le renforcement du contrôle parlementaire. C'est ça qu'il faut retenir des assises nationales. Nous voulons véritablement que les principes et les valeurs de transparence et de bonne gouvernance puissent être mis en œuvre par un contrôle renforcé de l'Assemblée nationale. Et que l'éthique également républicaine réplique dans la gestion du bien public puisse faire l'objet d'un contrôle serré, aussi bien de la part des représentants du peuple que des citoyens eux-mêmes. C'est fondamental. Ce sont parmi les grandes orientations donc, issues des assises nationales. Je vous remercie donc de votre attention et reste à votre disposition pour approfondir davantage et entrer davantage sur les questions que vous voudrez bien voir développer davantage pour que nous puissions avancer. Et parlant de la diaspora, nous sommes très à l'aise pour en parler. Je suis certes politique, mais nous sommes un mouvement qui est un mouvement citoyen. Et nous avons un parcours depuis 26 ans en ce qui me concerne, je suis à l'Assemblée. Nous avons même un parti politique qu'on appelle Parti de l'émergence citoyenne, mais nous sommes fondamentalement issus de la société civile. Et nous estimons que la diaspora, les Sénégalais de l'extérieur ont un rôle majeur à jouer pour impulser une nouvelle forme de gouvernance dans le pays. Je l'ai dit, je le disais hier, aujourd'hui le budget est à 1883, si je ne m'abuse, milliards. Nous ne sommes plus à 2000 milliards. Ça a été réduit depuis l'année dernière par le biais d'une loi de finances rectificative. Et 2011, c'est 1880 et poussière milliards. La diaspora, de manière constante, jusqu'en 2006-2007, apportait officiellement 600 milliards, plus de 600 milliards de flux financiers. À partir de 2007, avec la crise financière, et vous connaissez les raisons, avec la baisse des emplois, les pertes d'emplois, etc., au niveau des pays d'accueil, la diaspora insufflait pas moins de 450 milliards. Et je le dis parce que je l'ai contrôlé, je l'ai posé officiellement. C'est des questions que je pose régulièrement au ministre de l'économie et des finances à l'occasion du vote du budget. Même au plus profond de la crise, c'était plus de 450 milliards. Je peux vous donner le chiffre exact. D'après la première réponse qui m'a été donnée, lors de l'examen de la loi de finances rectificative que j'ai eu l'honneur d'apprécier en 2007. C'était en septembre 2007. Donc, au plus profond de la crise, ce n'était pas moins de 450 milliards officiellement. Et en 2009, la diaspora a contribué dans l'économie nationale pour plus de 550 milliards. En 2010, nous sommes revenus pratiquement aux 600 milliards aujourd'hui. Je peux vous donner le chiffre exact que j'ai dans mes documents en tant que membre de la commission des finances, en tant que député. Alors ça, c'est ce qui est officiel. Cela veut dire que, officieusement, la diaspora insuffle dans l'économie nationale au moins, moi je dis, 750 à 800 milliards, puisqu'il y a des modes de transfert qui ne sont pas comptabilisés dans la comptabilité nationale. Alors, ce que je dois dire, c'est que ce sont des investissements sociaux.
construction d'écoles. Ça va vers les familles. Et cet apport de la diaspora fait que nous n'avons pas une société éclatée aujourd'hui. Sinon, on aurait connu les mêmes conflits de par le manque d'emploi, le non-emploi, le sous-emploi, l'inexistence pratiquement de pouvoir d'achat. Si la diaspora aujourd'hui ne contribuait pas, même sur le plan social, on aurait eu des crises profondes, des crises, même des conflits même armés à l'intérieur de notre pays. Il y aurait eu l'implosion. C'est ce qui tempère un peu les effets de la crise. C'est pourquoi nous sommes très attachés à ce que la diaspora soit vraiment impliquée pour justement avoir des investissements porteurs et créateurs d'emplois, pour contribuer davantage à la croissance économique et à l'emploi dans notre pays. Et bien évidemment, tout à l'heure, nous pourrons entrer dans les détails pour dire en quoi faisant, en faisant en sorte qu'elles puissent accéder au crédit, en lui faisant des facilités, etc. Nous pourrons entrer dans les détails pour dire à quel point, en ce qui nous concerne, nous, mouvements citoyens, tels que nous sommes attachés, ça faisait partie des 9 priorités définies par le candidat Mamadou Lamine Diallo à la présidentielle de 2007. Il en faisait une priorité, c'est-à-dire sur les 9 points sur lesquels il faut appuyer pour développer de manière durable notre pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, merci beaucoup. Avant de passer au débat, je voudrais faire quelques clarifications. Ça va être Moussa Balla Fofana qui va gérer, n'est-ce pas, les interventions. Je lui donner la parole pour expliquer comment ça va fonctionner. Mais les leçons du passé me font dire que je dois inviter les gens à être non seulement respectueux des règles, mais également des intervenants. Alors, et dans le but de permettre au plus grand nombre de pouvoir s'exprimer, nous demandons aux gens de faire preuve de concision dans les questions qu'ils posent, parce qu'on va accepter des questions. Il n'est pas question de faire des tirades à l'emporte-pièce et de prendre un temps fou à se faire. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là que nous voulons aborder le débat. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été clarifiées, je pense qu'il n'y aura pas de questions, mais il y a des zones d'ombre qu'il faudra d'une certaine façon clarifier. Et c'est pour ça qu'il y a cette période de questions et réponses. Alors, Bala Moussa va vous expliquer de quelle façon il compte fonctionner. Allô, voilà. Bonjour tout le monde. Alors, on va essayer d'avoir un échange. On va procéder par 30 minutes. On va prendre 5 à 6 questions. Chaque personne aura droit à 3 et 4 minutes, ce qui fait 5 par 4, 20 minutes. Et on laisse à notre député le soin d'y répondre. Ça nous permet de procéder par des échanges de 30 minutes. S'il vous plaît, parce qu'en fait, suivant la liste, on a 20 personnes qui voudraient poser des questions. Si 20 personnes, chacun prend plus de 4 minutes, on n'aura même pas le temps de discuter. Oui, 2 minutes, c'est ce qu'il y a de mieux. Je prévois 4 pour qu'au moins que les 20 personnes puissent poser. Si vous pouvez faire 30 secondes, c'est pas mieux. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Abdou Karim Diarra. Juste une chose que j'ai oublié de mentionner. Vos contributions sont vraiment les bienvenues. Donc, on a laissé un petit sac pour que vous puissiez nous aider. Et voilà, c'est juste pour ça. Je vous remercie. Mon nom c'est Abdou Karim Diarra.
organisateur de